Bonsoir à tous et bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. On va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invité du jour, Vanina Paoli-Gagin. Vous êtes sénateur de l'Aube, rattaché au groupe Les Indépendants République et Territoires. Vous êtes membre de la Commission des Finances. Vous allez réagir à différents sujets et on ira chez vous, à Troyes, où une université travaille sur de nouvelles technologies au service de l'humain et du sanitaire. C'est votre sénateur à domicile ce soir. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous ce soir, Marie Brémaud. Bienvenue Marie. Bonsoir. Le passeport sanitaire européen arrive et il sera sans doute obligatoire pour circuler, nous dit Clément Beaune. Alors obligatoire non, mais nécessaire. Clairement oui, je vous explique tout cela. Vous nous expliquerez la nuance. Steve Jourdain est également avec nous ce soir. Bienvenue Steve. Demain, le Sénat commencera à examiner le projet de loi contre le séparatisme et la droite compte bien le durcir. Comme à l'Assemblée nationale, la question du voile risque d'enflammer les débats dans l'hémicycle à 1 an maintenant de la présidentielle, Rebecca. À tout à l'heure. Bruno Fulini est également avec nous. Bienvenue Bruno, vous êtes historien, auteur de La fille de Napoléon. Suite au blocage du canal de Suez, vous avez eu envie de revenir aux origines de ce canal et au rôle qu'a eu la France. Et oui, c'est une infrastructure qui à l'origine est française, à telle enseigne qu'à la fin du 19e siècle, c'était un sénateur français qui la dirigeait, un sénateur de Lyon, un département qui n'a pourtant aucun accès à la mer. Et on l'ignorait, mais grâce à vous, on va tout savoir. Dans une demi-heure, notre grand débat, analyse politique ce soir. On va s'arrêter sur l'état des partis à 1 an de la présidentielle et notamment sur la droite en ébullition après la déclaration officielle de candidature de Xavier Bertrand. Le président de la région Hauts-de-France a pris tout le monde de court. Sa candidature en elle-même n'est pas une surprise, mais c'est le timing qui crée des remous. Il refuse de passer par la primaire. Une primaire qui aura pourtant bien lieu, nous dit Bruno Retailleau. La droite peut-elle se retrouver avec plusieurs candidats en 2022 ? Hashtag ALPL si vous souhaitez réagir ce soir sur Twitter. Mais d'abord, ce jugement dans l'un des plus gros scandales sanitaires français, celui du Mediator. Les laboratoires Servier sont reconnus coupables de tromperie aggravée. Ils sont condamnés à 2,7 millions d'euros d'amende. L'agence du médicament est elle aussi condamnée à verser une amende. La magistrate a mis en avant la fragilisation de la confiance dans le système de santé. Et en ce moment, ce n'est pas un petit sujet. On va en parler avec vous dans un instant, Vanina Paoli-Gagin, d'autant plus que vous êtes avocate de profession. D'abord les faits avec Cécile Sixou. Je ressens le soulagement. Irène Frachon, soulagée. 10 ans après ces révélations, les laboratoires Servier ont été reconnus coupables dans l'affaire Mediator. Ils ont été condamnés à 2,7 millions d'euros d'amende pour tromperie aggravée et homicide et blessures involontaires. Une sanction trop faible pour le sénateur Alain Milon, qui avait participé à une mission d'information du Sénat sur ce scandale en 2011. Ce jugement n'est pas du tout à la hauteur de ce que j'attendais. Je considère qu'il y a eu de la part des laboratoires Servier une tromperie et une volonté forte de gagner de l'argent sans tenir compte des accidents de santé qui pouvaient avoir lieu un peu partout sur le territoire national. Le laboratoire devra aussi verser 180 millions d'euros aux victimes qui avaient demandé bien plus. Elles ont demandé 1 milliard, on parle de plusieurs dizaines de millions, j'espère que ça sera beaucoup plus. Parce qu'il faut voir les conséquences que cette légèreté de la part d'un laboratoire et de ses dirigeants ont pu entraîner. L'Agence française du médicament a également été sanctionnée pour homicide et blessures involontaires à 303 000 euros d'amende. Elle avait tardé à retirer la commercialisation du Mediator, une défaillance de l'État en matière de protection sanitaire qui résonne fortement avec la crise du Covid pour la sénatrice Nathalie Goulet. On a complètement décrédibilisé la parole publique en ce qui concerne les politiques de santé publique et spécifiquement en ce moment la lutte contre la Covid-19. Vous voyez bien que le manque de crédibilité sur l'AstraZeneca. L'ex-sénatrice Marie-Thérèse Hermange a quant à elle été relaxée. Elle avait été accusée d'avoir modifié le rapport parlementaire sur le Mediator pour minimiser la responsabilité du groupe pharmaceutique. Et allons plus loin avec vous, Vanina Paoli-Gagin. Vous non plus, vous ne le trouvez pas à la hauteur, ce jugement ? Non, je trouve qu'il n'est pas à la hauteur, mais en préambule à ma réponse, j'aurais souhaité rendre hommage, 2 hommages en fait. Un premier hommage au docteur Irène Frachon, qui a quand même été d'une opiniâtreté et d'un courage qui sont vraiment, qui forcent l'admiration. Et ensuite, je voulais rendre un hommage aux victimes et à leurs familles, qui, même si effectivement ce jugement n'est pas satisfaisant,
voient quand même leur souffrance reconnue et un droit à réparation s'ouvrir. Est-ce que ce type d'affaires... fragilise la confiance dans le système de santé? Évidemment, bien évidemment, et je partage ce qu'ont dit mes deux collègues précédemment. Ça ne peut que susciter des questionnements très légitimes chez nos concitoyens. Le seul moyen de restaurer la confiance, c'est d'imposer la transparence au sein des acteurs. Et puis aussi d'être très exigeant avec les autorités de matériaux-vigilance et les autorités sanitaires qui contrôlent ce type de secteur. On va poursuivre nos échanges, Vanina Pauly-Gagin. On va l'enrichir même avec nos chroniqueurs. C'est l'heure du club. Et des questions sanitaires toujours avec vous, Marie Brémaud. Les 27 États membres semblent s'être mis d'accord sur une première version d'un pass sanitaire européen. Dites certificat vert numérique, Rebecca, même si je vous rassure tout de suite, une version papier sera également disponible. Et donc oui, hier, le commissaire européen au marché intérieur en charge de la stratégie vaccinale, Thierry Breton, a dévoilé une première version sur laquelle, en effet, les différents pays de l'Union européenne se sont mis d'accord. Écoutez et regardez. Pour ceux qui ont, je dirais, un smartphone, pour être sur le smartphone, pour ceux qui veulent avoir du papier, il y aura la version papier. Oui. Et pourquoi on le fait que maintenant ? C'est ça le passeport sanitaire. Et voilà, ça c'est le passeport sanitaire. Et alors qu'est-ce qu'on y trouvera concrètement ? Alors, on y trouvera. C'est-à-dire, est-ce qu'on dira on a été vacciné, on a été malade ? On y trouvera votre nom, on vous trouvera votre date de naissance, on vous trouvera le numéro de votre passeport. Certifié évidemment avec le QR code. Et on y trouvera, si vous avez été vacciné, le type de vaccin que vous avez eu et si vous avez été porteur de la maladie, si vous avez des anticorps ou pas. Et puis, on pourra trouver aussi, pour ceux qui n'auront eu ni de vaccin ni la maladie, et pour lesquels on demandera un test PCR, l'état de votre test PCR. Et donc, l'idée de ce certificat, c'est un document harmonisé à l'échelle de l'Union européenne. Il sera délivré par les États membres dans la langue du pays, donc pas besoin de traduire tout. Et donc, pour que votre passe ou certificat soit vert, il vous faudra donc prouver votre vaccination avec l'un des vaccins reconnus par l'Union européenne. Actuellement, il y en a 4. Une preuve sinon de votre immunité, car vous auriez été malade du Covid. Et sur ce point-là, il y a des précisions car rien n'est décidé. Faudra-t-il un test sanguin, par exemple, pour prouver que vous avez des anticorps ? Faudra-t-il simplement une attestation comme quoi vous avez bien été malade il y a moins peut-être de 6 mois ? Tout est encore sur la table pour le moment. Autre option pour obtenir ce sésame, un test PCR récent, car je le précise, les autotests ne seront pas reconnus dans le cadre de ce certificat, car pas considérés assez fiables encore. Autre question cruciale, Marie, est-ce qu'il sera obligatoire ? Officiellement, non. Si vous êtes européen, vous n'avez pas l'obligation de détenir ce certificat. Mais si vous voulez voyager, vous rendre en effet dans un autre pays de l'Union européenne, peut-être même vous rendre au théâtre, au cinéma ou au restaurant, cela risque d'être compliqué de faire sans. En clair, il n'est pas obligatoire, mais il est nécessaire. Je vous laisse apprécier la nuance. Avec une mise en place prévue pour début juin, au plus tard deuxième quinzaine de juin. Mais si d'ici là, il doit être validé et adopté conjointement par le Parlement européen et par le Conseil européen, c'est-à-dire par les 27 chefs d'État et de gouvernement. Avec un point qui, de fait, va faire perdurer une inégalité qui existe déjà dans le cas où, pour obtenir votre certificat, vous ne pouvez pas prouver la vaccination ni le fait que vous avez déjà été malade. Il vous faudra donc fournir un test PCR. Et entre un Espagnol, un Français, un Finlandais et un Polonais, ce ne sera pas le même coût pour tous les citoyens de l'Union. Il semblerait que c'est seulement au Danemark et en France que l'accès au test est gratuit. C'est d'ailleurs une chance. Donc en effet, pour les familles, cela peut poser problème s'ils n'ont pas pu être vaccinés, soit parce que leur santé ne le permettait pas, soit parce que les vaccins n'étaient pas disponibles. Alors cela pourrait être coûteux pour une famille de 4. Dans les deux sens, ça fait 8 tests à financer. C'est un sujet dont nous allons débattre dans les semaines à venir, parce que c'est vrai que l'accès, du coup, n'est pas égal entre les citoyens européens.
Oui, et donc ce passeport pourrait être un budget très important pour une famille de 4 personnes, comme le disait Fabienne Keller. Et il y a un autre sujet dont les parlementaires européens et dont Fabienne Keller vont s'emparer. Il s'agit de la protection des données, des informations utilisées dans le cadre de ce pass sanitaire. La plupart des élus demandent à ce qu'il n'y ait pas de stockage centralisé des informations. En tout cas, il faut le redire, ce pass ne garantit pas le risque zéro, bien évidemment, mais l'idée de ce document de référence, c'est bien une réduction du risque global, tout en permettant un début de retour à la normale, ce qu'on espère avoir donc l'été prochain. Vanina Polygagin, quel regard vous portez sur cette arrivée du pass sanitaire européen ? Il vous inquiète ou... Je m'interroge, a-t-on le choix d'une autre solution ? Quelles sont nos alternatives ? Je n'en vois guère. Il m'inquiète sous le volet des libertés publiques et des données personnelles, mais il m'avait semblé entendre de notre commissaire Thierry Breton qu'il y allait avoir une anonymisation par la voie de cryptage de ces données. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de rassurant. Et ensuite, pour rebondir sur cette rupture d'égalité qui existerait en fait entre les citoyens européens, eh bien oui, l'Europe sanitaire n'existe pas. Donc j'ose espérer que cette crise et la sortie de crise va permettre également de repenser l'Europe dans ses compétences et sa manière de mieux s'organiser pour répondre aux attentes des citoyens membres de l'Union. Donc quand Emmanuel Macron jeudi soir nous dit « Nous sommes trop lents, nous sommes trop complexes, nous avons réagi moins vite que les États-Unis d'Amérique en matière de vaccins, il nous faudra retrouver le goût du risque », vous adhérez à cette parole du président français concernant l'Europe ? Sur le goût du risque, j'adhère, mais le risque doit être calculé et mesuré et ne doit pas être inconsidéré. Il faut un filet de sécurité quand on prend un risque. Et ce filet de sécurité, en l'occurrence, il doit être institutionnel, organisationnel, au sein même des institutions de l'Union européenne. Steve Jourdain, on va continuer ce club avec vous. Gros texte examiné au Sénat à partir de demain, celui contre le séparatisme, et je crois que ça commence très fort. Oui, ça commence très fort, mais il faut d'abord s'accorder sur le nom de ce texte de loi. Comment faut-il l'appeler ? Les députés à l'Assemblée nationale ont opté pour une formule relativement technique, relativement consensuelle. Ils l'ont appelé « projet de loi confortant le respect des principes de la République ». Le problème, c'est que les sénateurs de droite, certains sénateurs de droite veulent modifier cet intitulé. Ils souhaitent l'appeler « projet de loi de lutte contre le séparatisme ». Le séparatisme, c'est un terme dont Emmanuel Macron s'était fait l'avocat. On s'en rappelle lors de son fameux discours des Mureaux, c'était en octobre dernier. Le séparatisme qui a ses partisans ici au Sénat. Écoutez. Parler de séparatisme, pourquoi pas ? D'ailleurs, quand la loi de 1905 a été créée, Aristide Briand, qui en était rapporteur, lui-même parlait de séparatisme. À ce moment-là, c'était un séparatisme par rapport à la République de l'Église catholique. Il est bien de rappeler à tout le monde, à tous les cultes, qu'effectivement, on doit séparer le temporel du spirituel. Plus de 650 amendements ont été déposés. Le texte sera examiné dans les 2 prochaines semaines. Ça laisse le temps au débat. Et du débat, Rebecca, il y en aura. Au menu notamment le renforcement du principe de neutralité dans les services publics, un meilleur encadrement des cultes, le renforcement du contrôle des associations ou encore la lutte contre la haine sur Internet. Alors c'est un texte qui a déjà été adopté par l'Assemblée nationale, mais les sénateurs de droite veulent le durcir sur certains points. C'est bien ça ? Ils veulent le durcir sur tout ce qui concerne les signes religieux ostentatoires. Des amendements ont été déposés pour interdire notamment le voile aux accompagnatrices scolaires. C'est une mesure qui avait d'ailleurs été adoptée ici même au Sénat en 2019, une mesure qui n'avait pas été reprise ensuite par les députés à l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, Dominique Vérien nous dit « ça y est, c'est l'heure, il faut avancer sur la question ». Écoutez-la. Le principe justement de la République, c'est de faire que ces enfants ne soient pas soumis à une quelconque pression, ni religieuse ni politique, et d'avoir l'ouverture d'esprit nécessaire. Je pense que c'est dans ce but qu'on essaye de le faire pour les scolaires. Et d'autres amendements ont été déposés sur cette très sensible, extrêmement sensible question du voile. Il faut pour certains sénateurs de droite interdire le voile aux adolescentes dans l'espace public ou encore interdire le burkini dans les piscines municipales. Il y a un autre amendement qui risque aussi de faire parler de lui, Steve. Il concerne l'obligation imposée aux élus locaux de respecter les principes de laïcité.
interdire aux élus locaux d'arborer, de porter des signes, des tenues manifestant leur appartenance religieuse. Alors pas tout le temps, pas n'importe où, n'importe comment, mais ils ne pourront plus arborer certains signes, certaines tenues à l'occasion des réunions publiques de leur collectivité. C'est une disposition, il faut le dire, qui divise au sein même de la majorité sénatoriale. Autre mesure très sensible, Rebecca, elle concerne l'université. Il sera désormais interdit d'utiliser les salles de cours, les salles d'enseignement pour faire des prières. Stéphane Piednoir nous explique pourquoi, selon lui, cette mesure est aujourd'hui nécessaire. Écoutez-le. Nous avons des faits, des signalements de prières, pas seulement dans les salles de cours d'ailleurs, dans les couloirs, dans les toilettes. Et il nous semble que asseoir les règlements intérieurs, par exemple, des universités sur une base juridique solide, ça me semble, moi, et à l'ensemble des commissaires de la commission culture, ça nous semble important. Toujours sur le volet éducatif, le gouvernement souhaitait interdire purement et simplement l'instruction à domicile. Sur ce point, les sénateurs ne sont pas d'accord. Ils considèrent que le dispositif législatif actuel est suffisant pour lutter contre le séparatisme. Pour eux, il faut conserver le principe de la simple déclaration. Les parents d'élèves qui doivent simplement faire connaître à l'éducation nationale leur souhait, leur volonté d'assurer cette instruction à domicile et en famille. Vanina Paoli-Gagin, si on commence par l'intitulé du texte, lutte contre le séparatisme, pour vous, c'est mieux, c'est plus clair que projet de loi confortant le respect des principes de la République ou pas ? Oui, ça l'est. Tu l'as vu ou pas ? Je pense qu'il faut arrêter d'euphémiser le monde et les mots. Il y a beaucoup d'amendements qui vont faire polémique, y compris dans l'hémicycle. Interdire le port du voile pour les accompagnatrices de sorties scolaires, pour vous ? Oui, tout à fait. Pour vous, ça fait pas débat ? Je suis favorable à cette interdiction, pour être très clair. La sénatrice LR Valérie Boyer qui veut aussi l'interdiction du port du voile pour les mineurs, partout, tout le temps. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Je ne suis pas encore déterminée sur ce sujet particulier. Vous attendez les débats dans l'hémicycle pour vous faire un avis ? J'attends les débats dans l'hémicycle. Pour le reste, je vais suivre majoritairement, de toute façon, les voies qui ont été tracées par les commissaires. Ouais, les salles de prière improvisées dans les universités, ça, par exemple ? Alors ça, je suis farouchement contre. Ça me paraît absolument incroyable et c'est le signe quand même d'une forme de maladie qu'on a laissé s'installer dans un certain nombre d'institutions qui doivent être laïques. Vous avez peur quand même d'une surenchère à droite du passage de ce texte au Sénat ou pas ? Oui, j'espère que chacun va rester digne. Allez, Bruno Fulini, nouvelle plongée dans l'histoire avec vous, comme tous les lundis. Vous allez voir, c'est un plaisir. Alors, le blocage du canal de Suez vous a inspiré. Ce canal a des origines françaises et c'est même un sénateur français qui l'a dirigé. En effet, alors, le trafic reprend depuis quelques heures, mais il a fallu que ce canal soit bouché pour qu'on réalise à quel point il était aujourd'hui indispensable dans les échanges. Or, ce canal est assez ancien déjà. Alors, bien sûr, on pourrait remonter aux pharaons, puisque figurez-vous que déjà du temps des pharaons, il existait un passage de la mer Rouge à la Méditerranée, mais alors en passant par le Nil. Ils avaient réussi à creuser un canal du Nil à la mer Rouge. Canal qui ensuite a été bouché. Il y a eu plein de projets délirants pour le réactiver, en créer un autre. Ça n'a jamais marché. Et c'est ainsi que des Français ont eu l'idée plutôt de percer l'isthme de Suez pour aller directement de la mer Rouge en Méditerranée. L'intérêt, c'est qu'on n'a plus besoin de contourner l'Afrique, que l'Asie et l'Europe sont en contact direct. Et alors ça commence dès l'expédition d'Égypte conduite par Napoléon Bonaparte, c'est-à-dire qu'en 1798, parmi les savants qui le suivent, il y en a un qui procède déjà à des relevés avec l'idée un jour de creuser un tel canal. Dans le premier tiers du 19e siècle, d'autres Français, qu'on appelait les Saint-Simoniens, qui avaient quitté la France, qui s'étaient réfugiés en Égypte, qui avaient développé une sorte de culte presque religieux du progrès, eh bien ont poursuivi ces travaux qui n'ont pas été perdus pour tout le monde, ces travaux de relevé, ces travaux au départ un peu utopiques, un peu intellectuels, parce qu'il y avait sur place un jeune diplomate, Ferdinand de Lesseps, qui a trouvé l'idée excellente et qui, lui, l'a fait passer au stade de réalisation. C'est-à-dire qu'il va créer et présider la compagnie universelle du canal maritime de Suez et les travaux commencent en 1859 et vont durer une dizaine d'années. Un premier bateau passe en 1867 et en 1869, c'est l'inauguration officielle. L'impératrice Eugénie est présente. On joue Aïda de Verdi. L'œuvre a été créée pour l'occasion. C'est le triomphe de Ferdinand de Lesseps.
Alors, parmi les très nombreux Français qui l'ont aidé, il y en a un qui s'appelait Jules Guichard. À 34 ans, il arrive en Égypte. Et alors lui, sa mission, ça va être de valoriser les berges du canal, les terres qui sont de part et d'autre du canal. Il va y développer la culture. C'est pas tellement pour avoir des produits agricoles, encore que, mais c'est surtout, bien sûr, pour stabiliser ces berges, pour éviter l'ensablement, pour les stabiliser, les renforcer. Simplement, Jules Guichard, c'est un terrien, il a des origines bourguignonnes, il est dans l'Yonne, où son papa est député. Et alors, à l'époque, on ne se pose pas trop les problèmes de conflits d'intérêts, ce genre de choses. Ça coûtera d'ailleurs très cher à Ferdinand de Lesseps sur un autre canal de Panama qui va déboucher sur une grande affaire politico-judiciaire. Mais à Suez, on n'a pas ce problème-là. Et donc, ce Jules Guichard, qui connaît bien le canal, eh bien, on va lui laisser rentrer en France pour développer sa carrière politique tout en restant un porte-parole du canal. Il va être élu conseiller général, président du Conseil général de Lyon. En 1885, il est sénateur et à la mort de Ferdinand de Lesseps, il prend sa succession. C'est-à-dire que de 1894 à la mort de Guichard, eh bien, 2 ans plus tard, le canal est dirigé, présidé par quelqu'un qui siège au Sénat en même temps. Un drôle de cumul, finalement, direction du canal de Suez et le Sénat. C'est un républicain qui appartient au lobby colonial, mais c'est un colonialiste assez critique qui trouve que la France ne fait pas du tout ce qu'il faut dans ses colonies. Il s'éteint, je vous l'ai dit, en 1896, et le dernier témoignage qu'on a de ce personnage, c'est son tombeau à Sens, puisque figurez-vous qu'il s'est fait bâtir un tombeau égyptien avec des motifs hiéroglyphiques. Voilà, c'est un rare monument égyptien au fin fond de la Bourgogne. Mais le canal de Suez a beaucoup changé depuis l'époque de Jules Guichard, non? Oui, bien sûr. D'abord, il a changé de statut, puisqu'en 1956, l'Égypte indépendante de Nasser, par nationalisme, eh bien, nationalise justement le canal de Suez, qui va, par contre-coup, occasionner une opération militaire franco-britannique avec le soutien du tout jeune État d'Israël. Le canal de Suez, on va le retrouver également comme un enjeu dans les guerres des 6 jours, guerre du Kippour, ce qui fait que, truffé de mines, il va être fermé pendant 8 ans. 8 ans pendant lesquels il faut de nouveau faire le tour de l'Afrique et du coup on va redévelopper des très gros gabarits de navires, les premiers supertankers, les premiers porte-containers. Bref, quand le canal rouvre en 1975, il est trop petit et donc on va devoir en changer le gabarit. Figurez-vous que la largeur moyenne du canal aujourd'hui est 7 fois plus importante qu'au temps de Ferdinand de Lesseps et de Jules Guichard. C'est aujourd'hui la première ressource de l'Égypte en termes de devises, mais de plus en plus, comme vous le savez, on pense à relier l'Asie à l'Europe, plutôt en passant par le Grand Nord avec la fonte des glaces. Et oui, avec le réchauffement climatique. Merci, je vous avais dit que c'était passionnant. Merci Bruno, à lundi prochain. Dernière partie de ce club, Vanina Paoli-Gagin, c'est votre sénateur à domicile. On va donc du côté de chez vous, du côté de Troyes. Là-bas, une université a décidé de tout mettre en œuvre pour inventer de nouvelles technologies au service de l'humain et du sanitaire. Faciliter les soins des personnes âgées à domicile, par exemple, ou récolter des données médicales grâce à des vêtements connectés. Voilà le type d'innovation en cours d'expérimentation. Flora Sauvage s'y est rendue, on regarde son reportage et on en parle juste après. Edith, 74 ans, a rendez-vous ce matin au Living Lab de l'Université technologique de Troyes. Elle fait partie d'un panel utilisateur et vient tester les nouvelles technologies imaginées par les ingénieurs de l'UTT. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence le test d'activité. Alors ici, on va mesurer votre force musculaire, la force de la main. C'est ce qu'on appelle la force de préhension, qui sert en rééducation, qui va donner des informations à vous, mais aussi aux kinésithérapeutes. Moi, j'ai eu l'occasion, parce que j'ai eu un problème avec une main, donc j'ai été opérée, j'ai dû faire de la rééducation, et c'était pas si drôle que ça du tout. J'aurais eu ça à l'époque, j'en aurais certainement fait plus que ce que j'ai fait. Dans cet appartement d'expérimentation destiné aux personnes âgées, les ingénieurs ont disposé dans la salle de bain un pèse-personne un peu particulier. Il a 0. Vous pouvez monter maintenant. Vous allez attendre jusqu'à votre pesée qui s'affiche. Et ensuite, je vais transférer les informations du pèse-personne vers la tablette. Donc ici, vous avez un taux d'équilibre de 8 sur 16. 8 sur 16. Ça, c'est un pèse-personne communicant qui permet de faire une mesure de l'équilibre à partir du pèse-personne.
C'est très utile parce que je pense qu'en même temps, ça doit donner une indication sur les risques de chute. Et ça, c'est important justement pour les personnes quand on prend de l'âge et les chutes sont fréquentes. À l'Université technologique de Troyes, les ingénieurs imaginent des solutions innovantes pour favoriser l'autonomie des personnes âgées. On travaille sur les différentes compétences qu'on peut avoir à l'intérieur des équipes de recherche sur le bien vieillir et la prévention de la perte d'autonomie pour les seniors. Donc, pour pouvoir étudier justement quel accompagnement avec les technologies et avec les solutions numériques on peut apporter un confort de vie. Et au-delà de l'université, cette quête de solutions innovantes est aussi au cœur de l'activité de BioSerenity. Cette entreprise, basée à Troyes, est spécialisée dans le textile connecté. Ici, on fabrique des t-shirts et des bonnets équipés d'électrodes à des fins médicales. Elle est en train de faire la production de notre bonnet qui nous permet de monitorer de l'électroencéphalogramme et donc d'obtenir les données physiologiques du cerveau du patient. De la même manière que pour la cardiologie, pour analyser de quelle pathologie est atteint le patient. Des dispositifs technologiques qui, selon l'entreprise, permettent de libérer des lits à l'hôpital. Ce type de technologie permet notamment de désengorger les hôpitaux en permettant aux patients d'être monitorés, d'être enregistrés à la maison. Et depuis mars 2020, BioSerenity s'est aussi engagé dans la lutte contre le Covid-19 à travers la production d'un masque virucide. C'est un masque qui tue le virus, donc il le capte, il l'emprisonne et il détruit la membrane supérieure, la membrane faite de protéines, ce qui permet de détruire complètement le virus. C'est basé sur une technologie qui est à base de cyclodextrine, qui est une molécule cage, à l'intérieur de laquelle on vient déposer un agent virucide qui, lui, va se diffuser tout au long du porté du masque. 30% plus cher qu'un masque classique, ce produit de fabrication française a été élaboré en partenariat avec l'Université de Lille. Dans l'usine de Troyes, les 16 lignes de production sont prêtes à produire plus d'1 million de masques par jour. On parlait de protection de données personnelles, là, le sujet va être mis sur la table avec ces technologies. Oui, ça l'est déjà, puisque BioSerenity, qui est une société que nous connaissons bien depuis son origine, en fait, a comme extrême valeur ajoutée toutes ces bases de données et la gestion des données patients en temps réel. Mais là encore, toutes les habilitations sont effectuées auprès des autorités ad hoc pour assurer l'anonymisation pour les patients. Donc là, vous avez eu, effectivement, Flora s'est rendue sur les territoires. Elle a donné un focus très, on va dire, médical santé. On peut le comprendre dans le contexte dans lequel nous sommes. C'est le sujet du moment. Mais en fait, la baseline, comme on dit en mauvais français, c'est vraiment, effectivement, la technologie au service de l'humain et l'enseignement supérieur et la recherche au service de l'humain, y compris dans les autres établissements. Je rappelle que l'Université de technologie de Troyes, qui a été citée, est Université de technologie européenne, sur un slogan qui s'appelle « L'humain d'abord »,« Human First », avec 8 autres universités au sein de l'espace économique européen, pour en fait promouvoir une nouvelle technologie européenne qui soit propriétaire, il serait temps, et qui soit au service de l'homme et non pas le contraire. Ce qu'on a connu avec les GAFAM qui finalement se sont emparés de nos données personnelles sans bien même qu'on y consente ab initio. Il y a d'autres pôles que celui-ci naturellement. Il y a des pôles dans l'agro, dans la viticulture, dans la science du numérique, dans les sciences de l'homme et la société, etc. Et toute la politique scientifique du site est en lien direct avec les problématiques concrètes du territoire. C'est ce qui fait de cet écosystème un écosystème assez performant et dynamique. Et ça se passe à Troyes, dans votre circonscription. Merci infiniment, Vanina Paoli-Gagin, d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Merci Bruno, à lundi prochain. Merci à nos deux autres chroniqueurs. Allons